Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je m'appelle Emmanuelle Kerr, je ne suis pas du tout spécialiste de musique, mais je suis spécialiste théoriquement des idées politiques dans la Grèce antique. Et comme il se trouve que d'une certaine manière la musique fait partie de la vie de la cité, de la police, et nécessairement, quand on s'intéresse à la politique, on croise parfois la musique. D'où la raison pour laquelle j'ai consacré un certain moment, un article à la question de qui était jouer de l'Olos à Athènes, était-il politiquement correct? Quelle est l'histoire de la découverte de l'Olos par Athéna? Cependant, quand Pallas, c'est Athéna, c'est l'autre nom d'Athéna, eut délivré de ses travaux périlleux le mortel cher à son cœur, elle inventa la flûte. Là, c'est la traduction classique de Holos. On va dire, elle inventa l'Holos. Pour imiter par les sons de cet instrument les cris lugubres que de sa bouche effroyable, poussait la féroce Euryale. Commentaire rapide de ce passage. Donc, l'invention de la flûte par Athéna, c'est un instrument qui est censé imiter les gémissements des gorgones et donc reproduire les sifflements que poussaient les gorgones quand Persée les a affrontés. Bientôt, elle en fit présent au mortel et lui donna un nom qui lui rappela que ces sons belliqueux font mouvoir les peuples entiers en donnant le signal des combats. Donc ici, Pindare explique en quoi l'Olos va devenir aussi un instrument guerrier. Inventé pour imiter le gémissement des gorgones, il devient un instrument de guerre. Ça peut nous sembler étrange de penser que l'Olos est un instrument guerrier, mais c'est l'un des instruments qui servait à rythmer la marche des armées. Comme ensuite, au XVIIIe siècle, on marchait au son des fifres et des tambours, l'Olos rythmait cette marche des armées. Modifié ensuite par l'airain et les joncs que produit le bois sacré du Céphise, près de la ville des Grâces, les accents mélodieux de l'Olos précédèrent partout à nos danses et à nos concerts. Donc, chez Pindare, c'est bien un don de la déesse, que la déesse fait aux mortels et qu'ils vont intégrer dans leur vie, à la fois comme instrument guerrier, mais aussi comme instrument culturel, puisque instrument de danse et de concert. Pour cette histoire, est-ce qu'on a des sources antérieures à la Pitique 12 de Pindare? Alors, des versions antérieures à la Pitique 12, il y en avait certainement, puisque si Pindare en parle dans la Pitique 12, il ne l'invente pas, mais nous n'en avons plus vraiment la trace. À ma connaissance, la Pitique 12 est la première attestation connue de cette allusion au mythe d'Athéna inventant l'Olos. De quelle liberté disposait Pindare pour raconter cette histoire? Alors, il a toute liberté, en fait, mais ça dépend de l'usage qu'il veut en faire. Et c'est toujours le problème d'un historien ou d'un poète ou d'un tragique qui utilise un mythe. Il puise dans un fond qui est commun, que connaissent sans doute d'une manière ou d'une autre ses lecteurs, que connaissent les spectateurs qui vont au théâtre, que connaissent aussi le citoyen qui se promène sur l'agora et qui voit une représentation, une statue ou autre. Pour qu'il comprenne, il faut que ça lui parle, c'est-à-dire qu'il connaisse déjà le mythe. Mais selon les périodes, évidemment, le mythe peut être utilisé pour des raisons différentes, en particulier pour des raisons politiques à l'intérieur de la cité. Je pense par exemple à l'utilisation qui est faite du mythe ou de l'histoire devenue mythique des tyrannoctones au moment où il s'agit de fonder la démocratie, mais aussi en fonction du sujet que choisit l'artiste ou le poète. Et il va donc utiliser le mythe
à l'appui de ce qu'il veut montrer, ou de ce qu'il veut démontrer, ou de ce qu'il veut faire comprendre à ceux qui l'écoutent. Donc, la liberté, elle est grande. Il faut que le mythe soit quand même suffisamment reconnaissable pour que les spectateurs ou les lecteurs comprennent de quoi il s'agit, mais en même temps, il peut être transposé, renouvelé et sans cesse réactualisé. Alors, l'histoire des tyrannoctones, c'est l'histoire selon laquelle Harmodios et Aristogiton auraient assassiné l'un des tyrans d'Athènes. Thucydide en parle longuement et dit lui-même qu'il y a des versions très différentes de l'histoire, les uns à la fois sur les causes de l'assassinat, sur la personne de l'assassiné, sur les circonstances de l'assassinat. Et en fait, c'est un mythe qui est exploité à différents moments de l'histoire d'Athènes pour promouvoir soit le renversement de la tyrannie par des hommes nobles, par l'aristocratie, soit plus tard pour en faire un des mythes fondateurs de la démocratie. Donc on a des représentations de ce mythe-là, à travers des statues par exemple, mais qui prennent des significations différentes dans la poésie, dans la statuaire, selon les périodes où il est utilisé. Et j'ajoute que c'est un mythe qui sera renouvelé jusqu'à l'époque romaine, avant que le mythe de Brutus, à son tour, devienne le mythe du tyrannicide qui fonde la République. Et on peut le retrouver jusqu'à la Révolution française. Les mythes ont une longue histoire. Est-ce qu'on sait si les origines thébaines de Pindare ont possiblement influencé son écriture de la Pitique 12 ? Voilà, je ne vais pas pouvoir vous répondre. D'abord parce que je ne suis pas spécialiste de Pindare, mais ce que je peux quand même vous répondre, c'est que là aussi, on n'est pas dans la même chronologie. On est dans une époque, cette fois, antérieure, où Pindare, en fait, écrit pour des clients. Les pitiques, enfin les odes pindariques, les pitiques et autres, c'est des chants qui sont réalisés sur commande pour des vainqueurs dans des jeux, que ce soit les jeux pitiques à Delphes, les Néméennes, par exemple, à Némée, voilà, on a des grands cycles comme ça, et que le genre littéraire auquel il appartient veut qu'on fasse l'éloge de son client, évidemment, de la victoire qu'il a remportée au jeu, mais évidemment aussi l'éloge de la cité à laquelle il appartient. Donc, quand Pindare écrit pour un Syracuséen, il fait l'éloge de Syracuse. Quand il écrit pour quelqu'un qui vient de Lebé, il fait l'éloge de Lebé. Donc, il écrit sur commande. C'est pas une écriture qui est une écriture politique au service d'une idéologie ou d'un patriotisme qui lui est personnel. Alors ensuite, il y a un style de Pindare, il y a des choses que reprend Pindare, on trouve des permanences dans ses œuvres, mais ce sont d'abord des œuvres de commande, faites pour faire l'ode, l'éloge d'un client qui est un vainqueur au jeu. Donc ça répond à un schéma très précis, on fait l'éloge du vainqueur, de sa famille, de ses ancêtres, du dieu qui est le le premier ancêtre, de la cité qui a vu naître ce héros, etc., etc. Donc il répond à un thème littéraire qui est assez balisé. Certaines traductions, comme celle que vous utilisez, racontent qu'Athéna a inventé l'holos, mais d'autres traductions disent qu'elle l'a trouvé. Est-ce que vous pouvez légiférer sur cette affaire ? Le problème, c'est que le grec ne permet pas de trancher. Le terme qu'on a, c'est tunkano, qui veut dire tomber par hasard sur, ou trouver par hasard. Alors, est-ce qu'elle a trouvé l'holos toute faite ? Ça peut vouloir dire ça, mais ça peut vouloir dire aussi qu'elle l'a découvert au sens où elle en est le premier inventeur. Et si on analyse le texte de Pindare
dans lequel on explique qu'elle qu'elle trouve Lolos pour imiter les cris de la Gorgone. Voilà. Qu'est-ce que c'est que l'invention Lolos par Athéna ? Je suis pas sûre qu'on puisse... Enfin, le texte ne dit pas elle l'a trouvé, elle l'a ramassé, ne dit pas elle l'a fabriqué. Athéna, a priori, ne fabrique pas. Si on considère que Lolos, c'est sans doute un roseau, on peut tout à fait imaginer qu'elle a trouvé le roseau, qu'elle a joué avec, qu'elle en a tiré un certain nombre de sonorités. Mais en tout cas, rien n'explique les conditions et la manière dont elle a découvert, comme ça qu'on peut presque traduire, elle a rencontré, elle a trouvé. Peut-il s'agir d'une ambiguïté volontaire de la part de l'auteur ? Non. À mon avis, enfin, c'est pas le problème pour Pindare. Pindare, dans la Pitique, fait simplement l'écho d'une tradition dans laquelle l'invention de Lolos est attribuée à Athéna. Les conditions, la manière dont l'instrument a été inventé ne l'intéressent pas. Ce qui est important, c'est que c'est un instrument divin dont la paternité ou la maternité, comme on voulait, revient à Athéna. Donc à une déesse qui est une déesse importante. Après, je ne crois pas qu'on puisse remonter à la naissance du mythe lui-même. Pourquoi est-ce que Lolos est attribué à Athéna, la lyre à Apollon? Enfin, chaque dieu a ses propres instruments. La seule chose que dit Pindare, c'est Lolos, au départ, c'est l'instrument d'Athéna. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle valeur, éventuellement, quelle valeur religieuse notamment, est-ce qu'ils considéraient ça comme une fiction ? Comment les Grecs comprenaient-ils ces mythes dont on parle ? L'histoire du mythe, c'est une grande question, et là non plus, je ne suis pas spécialiste de l'utilisation du mythe, et la réponse n'est sans doute pas la même pour des mythographes, pour des philosophes, pour des artistes. Chacun a son utilisation du mythe. Le mythe, au départ, mythos, c'est une parole. Et c'est une parole qui est portée dans la mentalité grecque par des poètes. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Le meilleur exemple de ce qu'est le mythe pour les Grecs, c'est ce que dit Hésiode dans son fameux poème qui s'appelle la Théogonie, où il rapporte l'histoire de la naissance du monde et de la généalogie des dieux, en expliquant que ce qu'il dit est un chant qui lui a été inspiré par les muses, qui savent dire, sous le voile du mythe, des vérités. Donc, le mythe, c'est une parole poétique, mais qui est en même temps une parole de vérité, qui contient une vérité qui est de l'ordre du religieux. Et la question que vous posez, ça renvoie par exemple à Avène sur les Grecs croyaient-ils en leur mythe ? Grave question. Mais en tout cas, ils l'utilisaient, c'était un mode de pensée qui leur était familier. Par exemple, Platon, dans son œuvre, récupère la forme du mythe, non plus pour faire passer où il n'a plus véritablement une fonction religieuse, mais il prend une fonction philosophique. Mais des mythes, on en a depuis les premiers poèmes homériques, par exemple les grands hymnes homériques, l'hymne à Déméter, l'hymne à Apollon, sont des poèmes qui se veulent en même temps révélation d'un mythos religieux. Pourquoi s'être intéressé à la place de Lolos à Athènes plutôt que dans une autre cité ? Alors, pourquoi cette cité plutôt qu'une autre ? J'aurais pu m'intéresser à d'autres cités qui étaient beaucoup plus marquées par Lolos, à savoir Thèbes, qui est la grande cité de Lolos, en tout cas celle qui, à l'époque classique, produit les holettes. Il y a une école thébaine de l'holétique, ou bien une cité comme Sparte,
où de la même manière, les oloi sont très présents. Mais si je me suis intéressée à Athènes, en fait, c'est parce que, comme je vous le disais, moi, mon optique et mon point d'accès, c'est la politique, que c'est sur Athènes et concernant Athènes que l'on a évidemment le plus de documentation textuelle, et que par ailleurs, j'étais partie d'une question très, très immédiate, qui était des divergences entre les textes sur le jugement porté sur l'Holos à la fin du Ve siècle, avec une littérature qui d'un seul coup semble, enfin, qui plus exactement par certains côtés semble mettre l'Holos au centre de la vie athénienne, de la vie civique et parfois de la vie politique, et une autre tradition selon laquelle des personnalités athéniennes comme Alcibiade auraient rejeté l'Holos. Divergence dont on trouve trace dans un texte d'Aristote, où il réfléchit précisément sur l'histoire de l'holétique et de sa présence à Athènes. C'est pour ça que j'ai été entrée dans cette partie-là, mais encore une fois, mon objet, ce n'était pas l'holétique en elle-même, mais la place de cette question dans un conflit politique très particulier à Athènes. À cette époque-là, c'était quoi la puissance culturelle d'Athènes par rapport aux autres cités-États grecques? Là aussi, grave question, il aurait fallu être à l'époque pour le savoir. Alors Périclès faisait sa propre propagande en disant que Athènes était l'école de la Grèce. On peut le croire. Il est vrai qu'à la fin du Ve siècle, en tout cas, Athènes a un poids politique très important dans le monde grec, et que du coup, elle est un centre politique, culturel, économique dans la mer Égée, par rapport aux autres cités, et même par rapport à sa grande rivale qui est Sparte, mais qui est beaucoup moins ouverte sur le reste du monde. Donc, le poids d'Athènes, il est évident. Après, sur le plan culturel, chaque cité a ses propres mythes fondateurs, chaque cité a sa propre tradition. Il n'est pas certain que le poids culturel, notamment en termes de musique d'Athènes, ait été si grand comparé à d'autres cités qui avaient leur propre tradition et leur propre réputation. Donc, il y a ce que disent les textes, il y a le poids politique d'une cité qui exerce l'hégémonie dans l'Égée, à un moment donné, c'est certain. Après, la réalité de son influence culturelle, enfin, je ne suis pas compétente pour l'évaluer, n'étant pas spécialiste d'histoire de l'art, essentiellement, même si on sait que par le biais des échanges commerciaux, économiques, évidemment, Athènes exportait largement sa production, par exemple en matière de poterie. C'est certain. Et donc de représentation donnée sur les poteries de son propre mode de vie. Serait-il risqué de généraliser ce qu'on sait sur Athènes à l'ensemble du monde grec? Oui. Et puis surtout, ce qui est risqué, c'est de généraliser, plus encore que d'une cité à l'autre, à mon avis, c'est de généraliser dans le temps. C'est-à-dire, il faut bien dater chaque fois nos informations, parce que les informations pour le début du Ve siècle ne sont sans doute plus valables pour la fin du Ve siècle et plus valables pour le IVe siècle. C'est-à-dire, il faut bien contextualiser chaque fois la situation et l'évaluation de tel ou tel phénomène, à la fois géographiquement, mais aussi chronologiquement, me semble-t-il. En effet, ça dure longtemps l'Antiquité grecque. C'est même tellement de temps que, en fait, quand on va en parler tout à l'heure, la plupart des reproductions, en tout cas en statuaire, que l'on a, c'est des copies d'époque romaine. Donc, l'espace de temps est encore plus large. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les relations qu'entretiennent Thèbes et Athènes autour du 5e siècle avant l'ère chrétienne? Ces cités sont-elles rivales? Alors, est-ce que Thèbes est une rivale pour Athènes?
Eh bien, là aussi, je vais vous répondre en vous disant ça se joue à 10 ans près. C'est-à-dire, ça évolue très, très vite. Il y a de longues traditions, une lutte d'influence entre Thèbes et Athènes. Parce que ce sont deux cités qui se trouvent dans la partie continentale de la Grèce, sont plus ou moins voisines, ont des conflits de frontières, qui ont suivi des stratégies politiques assez différentes depuis le début du 5e siècle, en particulier au moment des guerres médiques, c'est-à-dire quand les Perses ont envahi la Grèce et où Thèbes a été accusée d'avoir médisé, c'est d'avoir collaboré, disons, d'avoir pris le parti des Perses, au moment où Athènes et Sparte se présentaient comme les défenseurs de la liberté des Grecs. Donc il y a cette opposition entre Thèbes, la Mède, celle qui a collaboré avec le barbare, et Athènes, la gloire de la liberté des Grecs, Marathon, Salamine, etc. Lorsque les choses évoluent, à partir de la seconde moitié du 5e siècle, Thèbes et Athènes sont toujours dans des rivalités. Athènes domine très nettement, puisqu'à ce moment-là, elle a l'hégémonie dans la Ligue de Délos, c'est qu'elle exerce ce poids sur le monde grec. Thèbes est un petit peu marginalisée, tout en gardant ses propres zones d'influence, et ce qui fait qu'au début de la guerre du Péloponnèse, il va y avoir des affrontements très violents, finalement, entre Thèbes et Athènes par d'autres cités interposées, comme Platée. Mais dans le dernier tiers de la guerre du 5e siècle, c'est entre Sparte et Athènes que se polarise la lutte dans la guerre du Péloponnèse. Lorsque Athènes est vaincue, Thèbes est plutôt du clan de ceux qui voudraient la destruction totale d'Athènes. Ce que Sparte ne veut pas, refuse, peut-être parce qu'elle tient à garder justement une cité susceptible de faire contrepoids à Thèbes. Et puis, à la fin du 5e siècle, les choses évoluent très très vite. Thèbes va devenir le recours des démocrates athéniens contre les oligarques spartiates. Puis, une fois l'oligarchie des Trente renversée, il va y avoir de nouveau un basculement. Et puis, au début du IVe siècle, c'est Thèbes et Sparte qui vont être en conflit. Et Athènes va jouer un rôle intermédiaire. Donc, tout ça pour dire que les relations diplomatiques évoluent sans arrêt entre ces cités-là. Mais si je devais schématiser, je dirais qu'à Athènes, grosso modo, on a un certain mépris pour Thèbes. Thèbes, ce sont des Béotiens, ce sont des rustres, ce sont des gens qui ne maîtrisent pas une culture élaborée comme celle d'Athènes. Bon, un certain snobisme d'Athènes vis-à-vis de Thèbes, dirons-nous. Mais les relations politiques, elles, évoluent très rapidement et très régulièrement au fil du temps. Donc les relations Athènes-Thèbes ne sont pas du tout les mêmes d'une décennie à l'autre. Thèbes, c'est la capitale de la Béotie, si je précise aussi les choses. Et donc c'est la capitale de la Béotie. Quand on parle de Béotiens, c'est, alors, au sens géographique, c'est cette région de la Grèce qu'on appelle la Béotie et dont la capitale est Thèbes, mais dont très tôt, peut-être les Athéniens ont fait un espèce de symbole. Les Béotiens, à cause des guerres médiques, c'est des gens qui se sont entendus avec le barbare, et les Béotiens, c'est des gens qui ne sont pas très cultivés. Voilà. Mais les Athéniens font aussi cette réputation lacédémonienne, donc aux Spartiates,
en étant bien obligé de reconnaître que les Spartiates ont d'autres qualités, en particulier des qualités militaires. Mais des qualités militaires que les Béotiens et les Thébains vont acquérir à leur tour au IVe siècle, avec des figures comme Épaminondas, par exemple. Donc, cela aussi est éminemment variable. Mais voilà, dans l'Antiquité, le Béotien, a priori, c'est le paysan un peu rustre, pas très raffiné, le Thébain. Et si j'en parle, c'est parce qu'on le retrouve justement dans l'anecdote d'Alcibiade et de Lolos. Delphes semble être un autre lieu important de la culture grecque de cette époque. Mais c'est quoi Delphes ? Delphes, c'est un sanctuaire panhellénique. Donc normalement, tout le monde se retrouve à Delphes, et même les cités les plus éloignées envoient des trésors, font des offrandes aux dieux de Delphes. Mais Delphes, c'est en même temps un lieu diplomatique très important, c'est-à-dire que les prêtres de Delphes sont d'abord les prêtres d'Apollon, mais ce sont aussi de très fins et très habiles diplomates. Donc il y a une diplomatie de Thèbes qui organise plus ou moins et qui influe fortement dans les affaires du monde grec. Donc là aussi, la cité qui a le plus de poids à Delphes est susceptible, par l'intermédiaire du clergé de Delphes, d'influencer la politique de l'ensemble du monde grec. 3 exemples rapides. Au moment des guerres médiques, on dit que la Pythie a médisé parce qu'elle avait été achetée par l'or du grand roi. Et donc elle a rendu des oracles qui étaient favorables aux Perses. C'est le grand roi, c'est le roi de Perse. Perse a massivement envoyé de l'argent à Delphes à payer. En fait, le clergé de Delphes rend des oracles qui aillent dans son sens. On en a d'autres exemples. À un moment donné, la grande famille athénienne des Alcméonides a fait reconstruire à ses frais le temple de Delphes qui avait été incendié, pour acquérir, elle aussi, une influence à Delphes qui allait lui permettre de prendre le pas sur ses rivaux. Les Lacédémoniens ont aussi leur politique à Delphes. Et au IVe siècle, ce sera Philippe de Macédoine, à son tour, qui va prendre le contrôle de l'Amphictyonie et donc de Delphes, et par là même influencer la politique du clergé delphique sur le reste du monde grec en sa faveur. Donc, c'est un lieu qui est un lieu à la fois important culturellement, que précisément tout le monde fait des offrandes, donne et essaie d'afficher la puissance de sa cité par l'architecture, par l'art, par les objets à Delphes, mais en même temps c'est un lieu qui est profondément diplomatique et la clé d'un certain nombre d'intrigues politiques importantes. Lacédémone et Sparte, ce sont quasiment des synonymes. Une partie de nos sources viennent de Plutarque. Quelle est son affiliation ? Alors Plutarque, je crois qu'il faut le laisser de côté dans notre histoire, parce que Plutarque, il écrit dans la période romaine. Alors, certes, il est lié à Delphes, mais dans un monde qui n'est plus du tout le monde des cités du 5e, 4e siècle. Les cités grecques sont soumises à ce moment-là à l'Empire romain. Et Plutarque a à la fois son chauvinisme de Béotien, mais en même temps, il n'est plus dans ce monde des rivalités entre cités grecques. Et Plutarque, par ailleurs, quand il écrit sur certaines choses, il faut voir aussi de quel point de vue il écrit. Ce n'est pas la même chose ce qu'il écrit dans le de Delphes, ce n'est pas la même chose que ce qu'il écrit dans ses traités moraux, où il parle souvent de musique, et ce n'est pas la même chose ce qu'il écrit dans ses vies parallèles,
où l'objectif est celui d'un biographe, en partie historien, mais aussi qui veut sortir de la comparaison d'une vie grecque et d'une vie romaine, des analyses morales sur ce qui fait les vertus et les vices des grands hommes. Donc Plutarque, il ne s'inscrit pas directement dans ce jeu entre les cités, sauf encore une fois avec son chauvinisme béotien, son patriotisme béotien. C'est quoi l'histoire du concours entre Marsyas et Apollon? Comme ça. Vous voulez que je raconte ça comme ça? Parce que c'est pas facile, parce que là aussi ça a évolué l'histoire du concours entre Marsyas et Apollon. Il y a eu différentes étapes qui ont été rajoutées les unes après les autres. Avant de passer à l'histoire de Marsyas et d'Apollon, il faut revenir à une autre version du mythe qui est après l'invention de l'holos par la découverte de l'holos par Athéna, le rejet de l'holos par Athéna, ou le don de l'holos par Athéna. Parce que c'est là qu'il y a une ambiguïté. Comment Marsyas s'est-il trouvé en position d'avoir l'holos? Soit il a récupéré le don d'Athéna, soit, justement dans une version postérieure, il l'a ramassé parce que Athéna l'avait rejeté. Mais donc Marsyas, en possession de l'holos, était devenu un musicien exemplaire qui arrivait à charmer tous les êtres vivants avec son holos, et qui s'est tellement pris au sérieux, qui s'est tellement considéré comme le plus grand musicien qui soit, qu'il a osé défier Apollon, en le provoquant finalement à un concours de musique et à un affrontement, et en demandant aux dieux finalement d'être juge entre lui et Apollon pour savoir qui serait le meilleur musicien. Et dans cette histoire, et qui se développe, alors là aussi c'est ce que j'avais essayé de voir, qui me paraît s'être vraiment développé à un certain moment, à partir de la seconde moitié du 5e siècle à Athènes, précisément, le mythe devient un enjeu d'opposition entre l'holos et la lyre, entre Apollon et Marsyas, et devient surtout une représentation artistique qui est reprise au théâtre, qui est reprise dans la statuaire, qui est reprise dans l'iconographie sur la céramique, et puis qui ensuite va être reprise dans des peintures, qui représente les différents moments de ce concours. Soit le moment précis où le dieu et le satyre s'affrontent dans cette lutte musicale, soit le moment du jugement, soit ensuite, et ça c'est surtout à partir du IVe siècle, et on le retrouve fortement traité dans l'iconographie romaine, le moment du châtiment, puisque pour avoir osé défier Apollon, Marsyas va subir un châtiment exemplaire, c'est-à-dire il va être dépecé et exposé sans sa peau, finalement, cloué à un arbre pour montrer ce que mérite quelqu'un qui défie un dieu, et plus particulièrement Apollon. Voilà, donc c'est un mythe évolutif, là aussi, et le moment que l'on choisit de mettre en lumière dans ce mythe, Marsyas jouant de la flûte, Marsyas défiant Apollon, la confrontation de Marsyas et d'Apollon, le jugement ou le châtiment, on lui donne un sens différent et une utilisation différente. Il y a beaucoup d'évolutions du mythe en seulement un siècle. Est-ce que c'est la place controversée de l'holos à Athènes qui crée toutes ces modifications? Oui, en même moins d'un siècle, en l'espace d'une 50aine d'années, sans doute. Alors, c'était l'hypothèse de départ que j'avais explorée,
mais qui en fait vient d'un texte d'Aristote qu'on peut peut-être lire, hein, parce qu'il est intéressant en ce qu'il présente justement l'histoire de ce mythe dans une perspective qui est une perspective chronologique. Donc, on est au livre 8 de la politique, dans lequel Aristote s'intéresse à l'éducation idéale qu'il faut donner pour réaliser la meilleure constitution possible. Et il se pose, à la suite de Platon, la question de la place de la musique dans l'éducation du citoyen. Comment éduquer le citoyen par la musique? Que doit-on lui enseigner ou ne pas lui enseigner? C'est un débat qui avait été longuement porté par Platon. Quels sont les instruments qu'on va accepter dans la cité? Quels sont ceux qu'on va exclure? Et voici ce que dit Aristote. Dès lors, on voit clairement aussi quelle sorte d'instruments il faut utiliser. En effet, il ne faut introduire dans l'éducation ni l'holos, ni aucun autre instrument professionnel comme la cithare ou tout autre de ce genre, mais seulement tous ceux qui formeront de bons auditeurs, qu'il s'agisse de l'éducation musicale ou de toute autre éducation. De surcroît, l'holos n'a pas un caractère éthique, mais plutôt orgiastique, de sorte qu'il faut l'utiliser dans les occasions où le spectacle produit plus une catharsis qu'un apprentissage. Ça, c'est la critique traditionnelle de l'holos. Ajoutons aussi que la pratique de l'holos empêche l'usage de la parole, ce qui est un obstacle à sa fonction éducative. Aussi, nos pères, et c'est à partir de là qu'on entre dans cette historique, eurent-ils raison d'en proscrire l'usage pour les jeunes gens et les hommes libres, alors qu'ils en avaient usé précédemment. Et Aristote fait donc allusion à un moment qu'il faut identifier où, dans l'éducation grecque, l'holos, qui avait connu un usage très important, en a été banni et exclu. En effet, disposant de plus de loisirs grâce à leur aisance matérielle et plus magnanimement portés à la vertu, exaltés de plus par leurs exploits antérieurs et postérieurs aux guerres médiques, ils s'attachaient à toutes sortes d'études indistinctement avec ardeur, et voilà pourquoi ils introduisirent aussi l'holétique dans les autres études. Là, il parle d'une époque qui, postérieure aux guerres médiques, donc début du 5e siècle. Ainsi, à Lacédémone également, un Corrège mena lui-même le chœur au son de l'holos, et concernant Athènes, la pratique de l'holos se répandit au point que presque tous les hommes libres s'y livraient. On le voit bien, ça je passe. Par la suite, dit-il, l'expérience qu'on en avait fit proscrire cet instrument lorsque l'on devint plus apte à départager ce qui tend à la vertu et ce qui n'y tend pas. Il en alla de même pour bien des instruments antiques. Et il en cite un certain nombre. Et c'est là qu'il ajoute, il ne manque pas de sens le récit mythique rapporté par les anciens à propos de l'holos. Donc il utilise justement le mythe pour justifier sa position sur l'exclusion de cet instrument. On raconte en effet qu'Athéna, après avoir découvert l'holos, l'a rejeté au loin. Il n'est pas stupide de dire que c'est à cause de la déformation infligée à son visage que la déesse irritée agit ainsi. Néanmoins, il est plus vraisemblable que l'éducation apportée par la pratique de l'holos n'apporte rien à l'intelligence, alors que c'est à Athéna que nous attribuons le savoir et l'art. Donc ici, il se fait l'écho de cette tradition selon laquelle Athéna, après avoir offert l'holos aux hommes, première partie du mythe dont on parlait tout à l'heure, et qui correspond en quelque sorte à la partie du mythe glorifiée au moment où évidemment l'holos est en faveur, succède une seconde partie du mythe qui sert à justifier le fait qu'on enlève l'holos de l'éducation. Et cette seconde partie, c'est celle qui fait que Athéna rejette l'holos. Donc pour répondre à votre question de tout à l'heure, qui était de dire en quoi est-ce que l'évolution du mythe influe sur la politique, etc., c'est plutôt la politique qui influe sur le mythe. On va choisir de présenter le mythe et d'insister sur l'aspect du mythe qui justifie un choix éducatif
ou un choix politique, puisque le choix éducatif est sans doute lié aussi à un choix politique. Certaines versions du mythe attribuent la défaite de Marsyas face à Apollon au fait qu'on ne peut à la fois jouer de l'olos et chanter ou parler en même temps, contrairement à la lyre. Que pensez-vous de cet argument ? Alors, le fait que ça empêche de parler, là aussi, c'est difficile à interpréter. Visiblement, pendant longtemps, ça n'a gêné personne, cette histoire. En tout cas, si on en croit les représentations qu'on a de banquets sur la céramique du début du 5e siècle ou de la fin du 6e siècle, on a des joueurs d'olos sont représentés en position de banquet couché, c'est-à-dire en tant que convives. Et ce que confirme le texte d'Aristote et d'autres, c'est qu'il y a eu une période où l'olos était pratiqué couramment par les classes les plus aisées de la société. Et que, dit Aristote, tous les Athéniens bien nés avaient coutume de jouer de l'olos, et cela faisait partie de l'éducation du jeune Athénien bien né. Donc le fait d'en jouer ne posait aucun problème, et si on prend des représentations de banquets couchés, on a souvent dans la représentation, par exemple, un lit sur lequel l'un des convives joue de l'olos, pendant qu'un autre convive est représenté en train de chanter, donc avec un accompagnement du chant et de la musique, les deux entrant ensemble dans les mœurs du banquet. Et ce qui n'empêche pas que d'autres convives jouent du barbiton, de la sitar, on a beaucoup de représentations de ce genre. Le fait que cela empêche de parler apparaît très ponctuellement dans la fameuse anecdote d'Alcibiade, qui est rapportée par Plutarque, donc beaucoup plus tardivement, mais à laquelle semble faire également allusion Aristote. Il dit que ça empêche de parler. Or, l'anecdote selon laquelle Alcibiade, donc on est Alcibiade enfant, au début du dernier tiers du 5e siècle, Alcibiade refusait de jouer de la flûte et aurait pris l'argument devant ses petits camarades pour les dissuader d'en jouer, de dire de toute manière, cela ne convient pas à un homme libre de jouer de l'olos parce que cela l'empêche de parler. Et en plus, ça le rend moche puisque ça lui gonfle les joues. Avec cet argument, ça va très bien au Thébain. Ça nous renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure. Le Thébain, c'est un Béotien, c'est un rustre. Donc les enfants des Thébains ne savent pas parler, donc ils jouent de l'olos. Mais nous, les Athéniens, qui sommes les maîtres de la parole, l'olos, ce n'est pas pour nous. Un homme libre ne doit pas se museler la bouche. C'est par la parole, donc par le chant, éventuellement, qu'il doit faire valoir son arrêté, son excellence. Donc il semble bien que c'est un argument qui est venu assez tard. Dans l'anecdote de Plutarque, l'initiateur de cet argument, c'est le petit Alcibiade, qui a convaincu tous ses copains et qui a eu tellement d'influence qu'à partir de lui, fini, plus personne ne veut jouer de l'olos, et les cours d'olos à l'école sont boycottés par toute la jeunesse athénienne. Bon, c'est une belle histoire, est-ce qu'elle est vraie peut-être quelque chose comme ça, mais en tout cas, il y a certainement autre chose. Alors pourquoi est-ce qu'à un moment donné, l'olos a été déconsidéré, et pourquoi est-ce qu'on a avancé cet argument il empêche la parole? Eh bien, vraisemblablement, c'est en tout cas l'hypothèse que je faisais, parce qu'à la fin du 5e siècle, c'est ce que dira Platon, c'est ce que rappelle Aristote, l'olos devient un instrument de plus en plus virtuose. Il devient un instrument de professionnel. Et sur les représentations qu'on a des banquets à la fin du 5e siècle, il est significatif que très souvent, les joueurs ou les joueuses d'olos sont de jeunes esclaves. Donc c'est un instrument virtuose, un instrument de professionnels dont se sentent en quelque sorte dépossédés
les classes les plus en vue de la société. L'Athénien de bonne famille ne peut pas rivaliser dans le jeu avec le musicien professionnel. Dès lors, il y a une déconsidération de cette holos, musique technique, musique professionnelle, qui n'est pas la musique de la culture. Et je pense que c'est à ce moment-là que l'on va prendre l'argument de la bouche muselée avec l'image particulièrement frappante du Fort Bayonne, c'est-à-dire de cette lanière de cuir qui contient les joues de Lolette et qui lui donne l'impression de porter une muselière, pour opposer à l'holos de l'esclave, finalement, le chant et la parole de l'homme libre. Et donc, on voit bien qu'à ce moment-là, le mythe évolue. Le mythe n'est plus c'est le don d'Athéna à la civilisation, mais ça va devenir c'est le rejet par Athéna d'un instrument qui n'est pas noble. C'est le moment aussi où dans la représentation, on va voir, comme je ne sais pas si vous l'avez, dans un fameux vase dans lequel on voit Athéna se voyant dans le miroir, en train de jouer de l'holos, avec le visage déformé. C'est à ce moment-là, pour cette raison, qu'elle aurait rejeté l'holos, parce que cet instrument lui déformait la figure et était indigne de sa dignité de déesse. Donc à ce moment-là, vous voyez, le mythe évolue. Au lieu de revendiquer l'instrument d'Athéna, on va le rejeter en calquant ça sur un mythe dans lequel Athéna elle-même l'a rejeté. Donc on suit l'exemple d'Athéna. Et l'étape suivante, ce sera ce que dit le jeune Alcibiade dans l'anecdote de Plutarque, c'est Athènes a deux archégètes, Athéna et Apollon, l'un a rejeté la flûte, l'autre a écorché le flûtiste. J'ai employé le terme flûte et flûtiste, parce que ce sont les termes consacrés quand on cite ce passage-là. Les puristes, l'un a rejeté l'holos et l'autre a écorché l'olette. Est-ce que ça veut dire que ces arguments sur la déformation du visage et sur l'impossibilité de parler en même temps qu'on joue de l'holos, est-ce que ce sont des prétextes ? Bien évidemment, oui. Marsyas est phrygien. Représente-t-il un étranger duquel la musique grecque triompherait ? Alors là, c'est pas la question de l'étranger qui est visiblement en cause. Encore que, voilà, vous me posez un petit peu une colle, à vrai dire, parce que je suis pas sûre que ce soit dans ces conditions-là que ça se pose. Marsyas, il est surtout du côté de la sauvagerie. Il est souvent représenté comme un satyre. Donc, quelque chose qui est du côté de la bestialité. Il est représenté avec sa peau, voilà, c'est de ces êtres qui représentent, si je suis un peu schématique, la limite. Enfin, il n'est pas des dieux, il n'est pas des hommes. Le mythe d'origine de l'invention de la flûte par Athéna dit la flûte, c'est un instrument qui imite la voix des gorgones. Donc, je vais être simpliste, c'est un instrument sauvage. Donc, c'est pas la question de l'étranger qui est en jeu, c'est la question d'une redéfinition de ce qu'est la civilisation. Ce qui est la civilisation grecque redéfinie régulièrement. Donc, il y a un moment où l'holos, c'est la civilisation, parce que c'est le don d'Athéna, et puis il y a un moment où l'holos, on le rejette ailleurs, dans cette limite de la sauvagerie, parce qu'Athéna l'a rejeté et que c'est devenu l'instrument de Marsyas. Alors, quel lien avec les Thébains ? C'est peut-être aussi une manière de dire, ouais, les Thébains, eux, ils continuent à faire de l'holos, c'est les pros de l'holos, parce que, bien sûr, c'est des Grecs, les Thébains, mais c'est des Grecs qui sont pas encore très civilisés, qui sont encore proches, justement, de ce monde, en partie
partie animal, en partie sauvage. Ce n'est pas la lyre d'Apollon, ce n'est pas... Donc il y a évidemment une utilisation politique qui est faite, mais ce n'est pas l'assimilation directe de l'étranger Marsyas au Thébain. Maintenant aussi, moi je dirais, à quel moment l'intérêt, c'est de savoir à quel moment le mythe émerge et l'utilisation de cette légende Apollon-Marsyas qui apparaît, en tout cas dans nos sources, de manière assez tardive. C'est pas le fond de la légende de Lolos, la rivalité entre Apollon et Marsyas. Alors qu'ensuite, plus tard, ce soit exploité comme ça sur le dieu grec et puis l'étranger phrygien, le grec et le barbare, enfin quelque chose comme ça. Oui, certainement. Et puis on retrouve ça ensuite jusqu'à Nietzsche. Mais à l'origine, je ne suis pas sûre que ce soit la signification propre de ce mythe. Et en tout cas, s'il y a de ça, c'est plus complexe. Pourtant, Lolos est bien considéré comme un instrument orgiastique. Ça, c'est à partir de Platon, ça fait partie de ces instruments qui font appel aux émotions, justement parce qu'ils imitent les cris de la gorgone, donc ils éveillent chez l'homme de la peur. C'est une musique qui est du côté de l'émotion. Les cultes orgiaques étant eux-mêmes associés à l'Asie, n'en faut-il pas conclure que Lolos est bien associé à ce qui est étranger ? Ah, si on associe tout, oui, à un moment donné, Lolos deviendra le symbole encore une fois, de l'instrument barbare, à la limite de la sauvagerie. Mais ce n'est pas parce que c'est présenté comme ça à un moment donné que ça a été ressenti comme ça dès l'origine. On sait de la civilisation classique montre que Lolos avait sa place entière en Grèce et qu'il était très répandu, les témoignages le disent, l'iconographie le montre. Je pense que c'est une interprétation ultérieure et orientée. Je ne suis pas plus une mythographe qu'une musicologue. Hein. Moi, je vois ça d'un point de vue qui n'est pas celui de la mythographie ou de la mythologie de manière générale et de sa fonction symbolique, ni de celui de l'évolution musicale, mais de la manière, encore une fois, dont un certain nombre d'évolutions s'inscrivent dans des contextes précis qui sont instrumentalisés, qui sont des contextes politiques et des contextes historiques très précis, et où à ce moment-là, le mythe prend une fonction particulière, est une fonction justificatrice, une fonction de propagande, une fonction d'affichage d'un certain nombre de valeurs, que ce soit par une cité ou que ce soit par une partie de la cité contre une autre partie. C'est-à-dire une utilisation du mythe qui est une utilisation, encore une fois, culturelle et de propagande politique. Que pensez-vous d'interprétations qui voient en Marsyas une sorte de martyr qui perd le concours de peu et pour des raisons discutables, avant qu'Apollon lui-même, dans certaines versions, ne regrette sa punition en brisant sa lyre? Je vais vous répondre comme vous m'avez suggéré de le faire, et comme j'ai déjà dit, c'est-à-dire on peut faire toutes les lectures qu'on veut du mythe. Il suffit de focaliser son attention sur tel moment, telle image, tel point. Et alors, l'un des problèmes, c'est que nos sources, on n'a pas de source qui serait une source complète du mythe à un moment donné, bien délimitée dans le temps. Il faut essayer de voir ça comme des éclats de miroir. On a un texte, celui de Pindare, qui nous donne un petit aperçu. On a
cette anecdote sur Alcibiade, mais rapportée par Plutarque, c'est-à-dire plusieurs siècles après, et sans doute réinterprétée par Plutarque. Pour le 5e siècle, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des copies d'un groupe statuaire et dont on n'a que la copie qui aurait été réalisée vers le milieu du 5e siècle, qui nous donne là aussi un instantané d'un moment du mythe. Athéna repoussant la flûte, Marsyas la jetant par terre. On a ensuite d'autres interprétations du mythe, plus tardives, Marsyas écorché, accroché à son arbre dans une esthétique qui est une esthétique très, très violente, insistant justement sur la douleur de Marsyas. Donc, il y a plusieurs optiques. Il y a ce que j'appelais l'optique du mythographe, qui est de prendre le mythe dans son ensemble et d'une manière atemporelle. C'est-à-dire on prend la globalité du mythe dont on a différents éléments, on le reconstitue comme un mythe complet, et ensuite on l'interprète. Sinon, on peut trouver des aspects positifs, des aspects négatifs, une morale, une autre morale, des variations, et on en fait ce qu'on veut, mais c'est la vie des mythes, d'être le sujet à toutes les interprétations possibles. Et puis, on peut avoir un point de vue historique, qui est de se dire comment était reçu, présenté, interprété ce mythe à un moment X. Et là, on peut essayer de répondre. Mais on ne peut essayer de répondre que sous forme d'hypothèse, parce qu'encore une fois, on n'a pas l'accès à la totalité du mythe et à ce qu'il était à ce moment X. On a accès à des fragments, on a accès à des versions très postérieures, à partir desquelles on peut essayer de reconstituer les choses en disant, ben voilà, qu'est-ce qu'on arrive à dire? On arrive à dire qu'au début du 5e siècle, a priori, les textes, les images semblent montrer que le mythe était utilisé d'une manière plutôt positive. Athéna trouvait la flûte en faisant don aux hommes, et Marsyas jouait de la flûte, et c'était voilà, un exemple pour tous. À un moment donné, on a d'autres exemples montrant que le rejet de la flûte par Athéna devient la lecture du mythe à un certain moment à Athènes. Athéna, Athènes rejette la flûte, rejette l'Holos, pardon. Athènes rejette l'Holos parce qu'Athéna a rejeté l'Holos. Puis on va avoir d'autres interprétations. Apollon a tué Marsyas, mais selon les périodes, je ne suis pas sûre que le fait que Apollon ait écorché Marsyas ait eu la même signification et la même lecture nécessairement dans toutes les périodes où cette image a été représentée. Et qu'on la retrouve représentée jusqu'à la Renaissance, c'est que la lecture de la Renaissance, la lecture que fait la Renaissance du mythe de Marsyas, soit la même que celle que faisaient les Grecs du IVe siècle du mythe de Marsyas, ou les Romains du IIe siècle après Jésus-Christ, ou les lecteurs d'aujourd'hui, elle peut infiniment varier, et c'est normal, c'est la fonction des mythes de prendre une nouvelle signification chaque fois qu'ils sont utilisés par une période donnée. Voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses. Donc c'est un mythe qui est infiniment mobile, infiniment variable et infiniment exploitable. On peut lui faire dire une chose et son contraire. Ce que je peux ajouter, puisque tout à l'heure on parlait de représentation positive de Marsyas, oui, il y a des représentations positives de Marsyas. Il y en a même une qui est très célèbre, c'est celle dans le banquet de Platon, où Socrate est comparé à Marsyas. Donc voilà, même à la fin du 5e siècle, début du 4e siècle, Marsyas n'est pas nécessairement une figure repoussante et négative. Conclusion. Finalement,
L'holos garde un statut ambigu, comme je le disais, essentiellement en fonction des époques. Mais à la fin du 5e siècle, il a ce statut qui est encore plus ambigu du fait qu'il entre, me semble-t-il, dans une problématique qui est à multivariable. Il y a le contexte diplomatique. Donc, tagué finalement comme un instrument thébain, très à la mode et très utilisé par les Lacédémoniens. Dans le contexte de la guerre du Péloponnèse, il y a peut-être et sans doute une position athénienne qui va placer la spécificité d'Athènes comme la cité de la parole, la cité de la philosophie, la cité de la pensée rationnelle, la cité aussi de la lyre peut-être d'Apollon, face à la sauvagerie, à la barbarie, ou au côté très militaire de l'Holos, représenté par Thèbes, par Lacédémone ou par Marsyas. Et puis, il y a une autre lecture, qui serait une lecture plus propre à Athènes, qui est l'évolution politique de la cité, où un instrument qui a été longtemps l'instrument des classes les plus aisées, de l'aristocratie, l'instrument des banquiers couchés, donc du raffinement de la civilisation athénienne, devient un instrument beaucoup plus technique, se popularise, est très à la mode dans la vie de la cité, et pour cette raison, peut-être, est rejeté par les élites aristocratiques comme un élément, un instrument qui n'est pas celui de l'aristocratie, mais qui représenterait la démocratie. Et si on croise toutes ces approches, on voit que l'Holos est au centre de ces tensions et peut être défendu par les uns, rejeté par les autres, pour des raisons qui sont finalement diamétralement opposées. Les mêmes pourront parfois la défendre ou la rejeter selon qu'ils se placent dans une perspective athénienne, anti-athénienne, démocratique ou aristocratique. Voilà, c'est comme ça que je conclurai les choses. Je ne sais pas si ça vous convient.